Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler du McKinsey Gate. Alors, je vous avoue que j'ai hésité longuement à faire cette vidéo, le sujet n'étant pas utile, c'est une révolte stérile qui est la mienne, puisque je sais très bien que la justice française ne fera rien, en tout cas pas avant les élections, pour enquêter sur ce sujet. Nous connaissons le niveau de gangrène, le niveau de pourrissement de notre institution judiciaire et sa soumission au pouvoir politique. Sarkozy fustigeait la dictature des juges. En fait, les juges ne sont que des exécutants de plus du pouvoir profond. Bon, donc, je fais cette vidéo plus pour la postérité, entre guillemets, en toute humilité, enfin surtout pour nous amuser, pour amuser la galerie à laquelle j'appartiens, vous et moi, et surtout pour vous rendre compte, étant moi-même né au tiers-monde, du phénomène que je vois derrière ce McKinsey Gate, c'est la tiers-mondisation. Alors, première chose, le recours au cabinet de consultants est une énième marque du grand remplacement. Alors, le grand remplacement, alors je ne délire pas, hein. Je vous demande juste de m'écouter jusqu'à la fin de la phrase. Parce qu'il y en a qui sont énervés, c'est une petite minorité, mais ils me traitent de tous les noms, tout ça, dans les commentaires, parce que je ne pense pas comme BFM TV. Mais je leur demande juste de me laisser terminer la phrase. Je les salue bien bas, parce qu'il faut aimer tant nos amis que nos rivaux. Voilà. Alors, le grand remplacement, c'est pas seulement ce que dit Zemmour. C'est pas le remplacement d'un peuple par un autre seulement. C'est le pays France qui devient méconnaissable. Or, avec McKinsey, la France devient méconnaissable. La France, c'est l'État. La France, c'est le service public. C'est pour ça que la France, c'est pas la Belgique. La France, c'est pas l'Espagne. L'Espagne, c'est un pays d'autonomie, hein, de décentralisation. C'est une autre histoire. C'est pour ça que la France n'est pas l'Italie. La France, c'est un pays de service public. C'est pas seulement un pays de fonctionnaires, c'est un pays de fonctionnaires compétents et dévoués. C'est ça l'identité française. L'identité française, c'est pas Jean-Marc ou Amaury ou Jeanne d'Arc non, pas seulement ça. L'identité française, c'est cette colonne vertébrale étatique. C'est le service, c'est le fonctionnaire au service de la République. Le fonctionnaire compétent. La France a eu trois papas ou trois mamans, si vous voulez. Je préfère dire les mamans parce que seules les mères ont cette capacité extraordinaire, magique, de transformer l'inexistant en existant, de la mort vers la vie, hein. Nous sortons tous du ventre de quelqu'un. N'en déplaise aux féministes, hein, et aux transhumanistes. Donc, trois mamans la France a eu. D'abord la féodalité. Ce sont les fiefs, les féodaux. La France a été comme une recette de cuisine, elle a été préparée dans un fief localement, régionalement. La Bourgogne, historique, l'Alsace, la Savoie, enfin, connaissez l'histoire. L'Église a fait la colonne vertébrale morale de ce pays. Elle a purifié l'âme des Français. Parce que l'Église, ce n'était pas seulement les sorcières et l'Inquisition à la chasse aux sorcières. C'était aussi la purification de l'âme. Ce que l'Église française a réussi en France, qu'elle n'a pas forcément réussi en Italie du Sud. C'est pour ça qu'un Français n'est pas un Napolitain. Tu as plus de chances de te faire voler dans un restaurant ou de te faire entuber dans une facture, dans un marché, dans une boutique au sud de Rome qu'au nord de Marseille. Hein? Et là, on va encore dire que je n'aime pas les Italiens. J'adore les Italiens. Mais voilà, la vérité est celle-là. La France, c'est pas l'Italie. L'Église, ce que l'Église a réussi en France, elle n'a pas réussi en Italie. Du Sud, en tout cas. Au Nord, je ne sais pas. Pas assez. Et l'Église, la France est la fille de la royauté, de la monarchie. Bon, là, vous connaissez aussi de la U, je ne vais pas vous le faire. Et la République a pris le flambeau de l'ancien régime, de la monarchie, et elle a continué, avec la fonction publique, à enfanter ce pays. C'est un pays de sous-préfecture, la France. Tu ne comprends pas la France quand tu ne comprends pas le rôle de la sous-préfecture. C'est l'État au milieu de la population, l'État au milieu des intérêts. Parce que là, nous, on voit la France de 2022. Tout le monde est dévirilisé, tout le monde est pacifié. La seule violence qui existe est celle de la racaille. Ça, ce n'était pas la France. En 1815, en 1830, en 1848, jusqu'à l'an 1900, dans chaque sous-préfecture, tu avais des aristocrates, tu avais des gens qui possédaient la terre. La terre, c'est le pouvoir à la campagne. Je vous rappelle que 80% des Français vivaient à la campagne en 1914. Donc tu avais les aristocrates, tu avais les gens qui possédaient la terre, tu avais les notables, francs-maçons ou pas, tu avais les avocats de province, tu avais les notaires, tu avais les industriels, tu avais les chasseurs,
armée. Et tu avais l'État qui arrivait là avec l'école, le service du génie, les travaux, la maréchaussée, les maréchaussées, c'est les gendarmes, les ponts et chaussées, tout ça. Donc il y avait plein d'intérêts privés et publics, plein de féodalités réminiscentes qu'il fallait calmer. Parce que l'égalité est une fiction. Un homme qui porte un fusil ne vaut pas l'homme, est supérieur à l'homme qui est désarmé. Hein, je vous le. Juste soyons sérieux 5 minutes. Hein. D'accord? Un homme violent est supérieur à un homme qui n'est pas violent. Juste pour qu'on soit d'accord. Hein. C'est l'État, le sous-préfet au plus profond de la France, dans des villes comme Épinal, dont vous n'avez jamais peut-être entendu parler. Moi, j'y ai vécu. Dans des villes comme Saint-Dizier, dans des villes qui ont raté la révolution industrielle, comme, je sais pas moi, comme Niort, dans des patelins comme ça, comme, je sais pas moi, Saintes, dans la côte atlantique, Rochefort, c'est là que l'État a arbitré les intérêts et il a créé la fraternité. La fraternité, c'est pas dans les livres. La fraternité, ça a été créé par l'État français, en partie. Le sous-préfet, le préfet. La France, c'est 36 000 communes. 36 000 communes, ça ne répond à aucune logique économique. Et là, je viens à McKinsey. Tu prends un abruti qui bouffe du PowerPoint, et j'en ai fait partie de ces abrutis qui bouffent du PowerPoint, et qui rêve de passer ses vacances au Connecticut, et qui croit que Kennedy ou Rosa Parks ou Martin Luther King est le summum de ce que l'humanité a fait. Ils sont tous pareils, ces gens. Pour eux, tu leur dis quel a été le plus grand homme de l'humanité. Il te dira Gandhi ou Nelson Mandela. Il ne te le dit pas par adhésion, par ignorance, parce que pour lui, l'histoire ne va pas au-delà de 1945. Parce qu'il n'a pas le temps. Quand nous étudions l'histoire, lui, il étudiait la comptabilité ou le PowerPoint. Ou les mergers and acquisitions. Donc, ce genre d'abruti, quand il voit 36 000 communes en France, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte. Il manque des synergies. Ils partent tous pareil, il leur faut des synergies. Il faut créer des synergies. Ça donne les Hauts-de-France, une région qui n'existe pas. Ça donne une politique d'abrutis, appliquée par des abrutis, qui te donne des grandes régions, soi-disant pour créer des synergies. Ça donne les communautés de communes, les métropoles. Mais mon gars, 36 000 communes, ça vient de 36 000 paroisses. La République, quand elle était intelligente, quand elle méritait de gagner, parce que la République a gagné parce qu'elle a mérité de gagner, elle était plus intelligente que la droite et l'Église de France. Il faut dire la vérité. Hein. Jules Ferry, Gambetta, c'est pas Castaner hein, ou Gabriel Attal. C'est voilà. Bon, Jaurès, tout ça, Clémenceau méritent des bustes dans chaque commune française. Pas Gabriel Attal, ni M. Castaner, ni Mme Schiappa. Vous en conviendrez. Ni moi d'ailleurs, hein, je ne suis pas de cette patte-là humaine, je ne serai jamais Clémenceau, même si on me donnait le pouvoir. C'est une question de... Chacun a sa place comme il faut, comme on dit. Donc, cette République, elle a gardé les 36 000 communes, les 36 000 paroisses, elle a mis les maires. Le maire de France, c'est le père de tout le monde, d'ailleurs ça se prononce comme la mère, la maman. Voilà, l'État a fait la France. Et vient monsieur Macron et te dit, je mets des consultants pour me dire ce qu'il faut faire au niveau de l'injection, au niveau du confinement et au niveau de l'éducation. Mais c'est de l'assassinat. C'est de l'assassinat. Tu assassines la tradition de ce pays. Tu sais, nous avons tous besoin de tradition. C'est pour ça qu'il y a maintenant le PSG. Comme nous avons tué la tradition, l'Église, Jésus, des abrutis payés par le... Bon, je ne m'énerve pas. Le service public, France Inter, a dit pendant la matinale que Jésus était pédé, hein, pendant la matinale. Donc il n'y a plus de tradition catholique. De toute façon, tu me diras, l'Église s'est sabordée toute seule. Elle n'a pas eu besoin d'un humoriste pour se saborder. Hein, s'est sabordée toute seule, l'Église de France. On n'a plus de tradition régionale. On n'a plus rien. Culinaire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de langue française. Vous avez fait l'écriture inclusive. C'est incompatible l'écriture inclusive avec la France. Il n'y a aucune compatibilité. Enfin, c'est le jour et la nuit. Donc vous avez tout tué. Donc les gens se réfugient dans le PSG, une tradition tribale, le clan. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus d'appartenance. Il n'y a plus d'église. Tu appartenais jadis à l'église, à la communauté de Dieu, de Jésus. Il n'y a plus ça. Ben, les gens deviennent ultra du PSG, ultra de l'Olympique de Marseille, ultra de l'OL. Enfin, je ne connais pas le foot, mais vous m'avez compris. Les gens ont besoin de tradition, vous les avez castrés, vous les avez privés de leur droit à avoir la tradition. Donc, il ne restait plus que l'État. Et là, vous venez, vous dites,
Non, on va donner ça à McKinsey, on va amener les consultants. Mais amener les consultants, c'est tuer ce qui reste de l'État français. C'est une de nos dernières traditions. Les Français aiment l'État. Alors il est cher. Tout le monde insulte les fonds. Moi j'ai travaillé pendant longtemps chez France Télécom, hein. Je connais la querelle fonctionnaire contractuelle. Je l'ai traversée dans mes jeunes années. Je connais très bien le débat. Mais les gens aiment la fonction publique. Ça fait partie d'eux-mêmes. Et toi, tu viens, tu dis, bon, on va mettre McKinsey, je sais pas moi, n'importe quel. C'est juste un assassinat de ce qui reste de la France. D'accord? Un État qui est extrêmement puissant et extrêmement compétent. L'État français, c'est pas l'État malgache, c'est pas l'État indien qui brille par son incompétence. D'ailleurs, si l'Inde continentale ne se développe pas, c'est parce que l'État n'est pas bon. Entre autres raisons. L'État n'est pas bon. L'État indien. Là, tu as un État qui est partenaire du développement, qui cultive l'excellence. Enfin, les grandes écoles sont des écoles de l'État et ils sont faites pour l'État central, Polytechnique, l'ENA. Avant, il y avait l'école coloniale, rue de l'Observatoire, avenue de l'Observatoire. Tu as plein d'écoles comme ça. C'est pas une fabrique de cancre, l'État français, hein. C'est une fabrique de solutions, des gens qui apportent des solutions. Bon. Et donc, tu viens, toi, tu dis non, bah écoute, on vous met de côté, on appelle McKinsey. Bon. Le pire là-dedans, c'est que ces solutions de McKinsey ne sont pas bonnes. Parce que le consultant, c'est un mercenaire. J'ai été consultant quelques mois, donc j'ai rien contre les consultants, ce sont des gens souvent très bien câblés, mais c'est le mercenaire et c'est plus fort que lui. Il n'a pas de fidélité. Parce qu'aujourd'hui, sa mission, c'est l'éducation nationale. Demain, c'est l'usine de lait pas loin de Niort ou de La Rochelle. Le lendemain, c'est la station touristique marocaine à, je sais pas quoi, là, à Saïdia. Il est comme ça, c'est un mercenaire. Un mercenaire, c'est un bon guerrier en général, mais il coûte cher et il n'a pas de fidélité. Donc lui, il s'en fout si la station touristique marocaine de Saïdia fonctionne. D'ailleurs, elle n'a pas fonctionné, je n'ai pas pris l'exemple au hasard. Le Maroc, d'ailleurs, vient de confier à McKinsey la gestion d'une étude sur une station touristique à Khnefra Bni Mellal. Qu'est-ce que tu veux que McKinsey dise aux Marocains? Qu'est-ce que tu veux qu'elle leur dise? Qu'est-ce que tu veux qu'elle leur dise? Qu'une station a besoin d'eau potable, d'un aéroport, elle a besoin de téléphone, de 5G, de 4G, elle a besoin du Wi-Fi à chaque coin de rue, elle a besoin d'une école hôtelière pour former les garçons, elle a besoin... Mais attends, au Maroc, on n'arrive même pas à avoir un service de taxi digne de ce nom. Au Maroc, tu arrives à l'aéroport, on n'arrive toujours pas à résoudre le passage de l'aéroport à la ville de Casablanca, de Marrakech, enfin Marrakech encore, à Rabat, voilà. Parce qu'il y a des lobbies de taxistes qui ne veulent pas, on appelle les grands taxis, qui ne veulent pas que les taxis de ville, les taxis normaux aillent à l'aéroport, ce qu'on appelle les petits taxis. On n'a même pas d'Uber, parce qu'on les a tous cassés, parce que les grands taxis se sont ligués contre les Uber. Ça, c'est pas McKinsey qui va te résoudre ça. McKinsey ne résout pas la gouvernance. Tu vois ce que je veux dire? McKinsey, il te fait des PowerPoint, il te fait l'analyse avec les camemberts et les opportunités et les risques, qu'ils appellent le SWT, le SWOT, bon, peu importe le sigle, et c'est fini, et il part. Voilà. En France, tu avais encore une capacité de l'État à résoudre les problèmes. Là, tu mets des gens qui ne veulent pas résoudre, enfin, c'est pas qu'ils ne veulent pas les résoudre, ils ne sont pas intéressés à la solution. Ce ne sont pas des chefs de travaux, ils ne possèdent pas le business. Ils ne possèdent pas la France. La France, elle appartient au peuple français, qui a délégué sa souveraineté aux députés, aux sénateurs, et à l'État, à l'administration. L'administration reste. Parce que le fonctionnaire aujourd'hui qui a fait l'ENA, qui est préfet, son fils, il va être préfet. Enfin, il va être préfet. Il a de grandes chances de faire l'ENA au Sciences Po. Regardez la reproduction des profs. Les profs se reproduisent. C'est-à-dire, le fils de prof devient prof. Ou fait des grandes écoles, ou fait des bonnes écoles. En général, hein, je peux me tromper. Il y a une espèce de... C'est très bien, ça crée un esprit de corps. Et l'esprit de corps protège la France. Personne ne va découper son corps. Esprit de corps. Tu protèges ton corps. Le préfet ne va pas... On dit aux Brésiliens, tu ne fais pas caca là où tu manges. C'est pas très beau, mais au moins c'est très utile, c'est très parlant. Le préfet, tout ça, leurs enfants qui reprendront le flambeau, ils ne vont pas cracher dans la soupe.
Enfin, ils ne vont pas détruire le pays. Maintenant, le consultant, il s'en fout. Demain, il va être consultant du ministère de l'Éducation du Kazakhstan. Il n'en a rien à foutre, rien à faire, désolé de la familiarité, du succès de la France. Pour lui, c'est un client, c'est un centre de profit, comme on dit, un PNL. Voilà. Ça, c'est pas la faute du consultant, c'est la faute de l'abruti c'est la faute de celui qui l'a embauché. Voilà. Le consultant n'a pas la raison d'État. On parle de raison d'État. La raison d'État ne se modélise pas par une équation. Moi, j'avais un très grand chef, d'origine indienne d'ailleurs, de l'Inde, et il disait, vous savez, la vie ne se met pas en équation. Il dit, nous, il était polytechnicien et des mines, hein, pas n'importe quel polytechnicien, hein, du corps des mines, le corps des mines. Il disait, on vous demande, on veut vous modéliser, on veut modéliser la vie, mais la vie n'est pas modélisable, on ne peut pas la mettre en équation, donc on vous en veut. Il parlait des vendeurs. Il disait, la vente, c'est la vie, difficile à mettre en équation, donc on vous en veut, on se méfie de vous, mais moi, je vous comprends. Des chefs comme ça, hein, c'est difficile. Ben, l'État, c'est ça, tu ne peux pas mettre la raison d'État en équation. Pas la mettre en équation. Pourquoi on va mettre une maternité à Autun, en Bourgogne, ou à Auxerre? Techniquement, il n'y a pas beaucoup de naissances. C'est la raison d'État qui met ça, qui met tu vois, la raison d'État, pas au sens de tuer au nom de l'État, non, c'est l'esprit de l'État. L'État sait intuitivement, spontanément, par instinct, ce qu'est la France. Et donc, il faut mettre une maternité à Autun ou dans le fin fond des Jura, même s'il y a une naissance par an, parce que c'est le drapeau français. Tu sais, les Brésiliens, ils n'ont pas mis le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro par hasard, parce que c'est visible de partout. Tu dis, nous sommes les enfants de Jésus. Ben, quand tu mets une maternité ou je ne sais quoi, moi, une école ou une préfecture au fin fond de l'Ariège, tu sais que ce n'est pas efficace, mais c'est la raison d'État. Tu dis, je suis là. Je suis là. Ça, McKinsey ne peut pas comprendre. C'est normal, ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour améliorer le taux de rentabilité d'une exploitation agricole dans la Beauce. Alors, est-ce que les vaches, il faut les traire à minuit, à 3 heures du matin, 5 heures du matin? C'est leur boulot. Ils ne sont pas faits pour conseiller l'État français. D'ailleurs, ça se passe mal. Regardez le Maroc. Toutes les stations touristiques, ça s'appelle le plan Azur. Hein. Azur comme l'eau, azul, le bleu. Ne fonctionnent pas parce qu'elles elles prennent pas la réalité marocaine en ligne de mire. Vous allez devenir un pays du tiers-monde. Enfin, McKinsey, c'est comme les coopérants. C'est bon pour les pays du tiers-monde. Parce que là, Macron, vous avez McKinsey. Dans 5 ans, il va vous mettre l'ONU ou l'OCDE ou l'OSCE, l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe. Elle s'occupe des conflits. Tu sais, les gens qui ont des 4x4 Toyota blancs avec une antenne, il y a écrit OSCE. Ils sont au Kosovo aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Ils sont en Géorgie, je crois. Demain, ils seront en Ukraine. C'est des gens qui ne savent pas grand-chose. Ils sont gentils, mais ils coûtent très cher, ça paraît. Bah, vous les aurez dans les banlieues. Demain, McKinsey va te dire qu'il faut une force d'interposition. Avec les traîtres et les collabos qui nous gouvernent, bien sûr qu'ils vont appeler une force d'interposition. Elle ne peut pas être française. Il faut qu'elle soit burkinabèse. Burkinabèse ou sri-lankaise ou kazakh. Parce que les Français sont racistes par définition. Évidemment, hein. Dixit, vous savez qui. Donc on te mettra des 4x4 payés par tes soins. C'est la Colombie aujourd'hui. La Colombie aujourd'hui, tu vas en Colombie, c'est traversé de 4x4 de l'ONU parce que c'est le processus de paix. Voilà. C'est ce qui va t'arriver. Tu auras des coopérants. Donc demain, avant de faire un pont en France, tu vas amener des coopérants chinois ou des Turcs qui vont te dire, bah écoute, comment on fait le pont? Alors que les Français ont inventé la mathématique moderne. Les Français. Alors je ne suis pas un matheux, même si j'ai fait des écoles de. Même si j'ai mangé des maths comme un malade, c'était pour faire plaisir à mon père. Je me suis trompé, j'aurais pas dû lui faire plaisir à ce. J'aurais dû comprendre que pour faire plaisir à mon père, il fallait que je sois un homme et pas un matheux. Mais bon, personne n'est parfait. Maintenant, le reste de vie qui me reste, c'est pour être un homme, un vrai. Comme disait mon ami Lyoté. Quand je dis mon ami, c'est en toute humilité. Il faut être un homme majoré, pas un homme diminué. Nous avons des hommes diminués. Seuls les hommes diminués ont besoin de McKinsey et demain des consultants ou de l'OCDE ou de l'OSCE ou de je ne sais quelle coopération technique. D'accord? Voilà un point. Deuxième point. Quand tu exclus l'État français, quand tu exclus les grands fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, eh bien, tu leur donnes un laissez-passer pour être médiocre. Parce que quand tu sais que le dernier mot appartient à un consultant, toi tu dis, moi, je ne vais pas signer le bon de commande. C'est à McKinsey de le signer. Parce que quand tu prends une décision, tu t'exposes à l'erreur.
Et ça, je le vois dans plein de pays du tiers-monde, je ne les citerai pas, je me suis fait déjà assez d'ennemis comme ça. Tu as plein de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui disent, écoute mon gars, moi, je suis là pour faire carrière, prendre les bonus. Et je suis bien avec McKinsey, avec Atek Kearney, avec l'OCDE, l'OSCE, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI. Et c'est eux qui signent le bon de commande. Parce que moi, imagine, je signe le bon de commande et le fournisseur ne livre pas le service. Imaginons, j'achète 2000 camions 2000 ambulances pour le SAMU français, le SAMU du 92, je ne sais quoi, et Peugeot ou je ne sais quoi, Tata me livre des camions, des ambulances sans les freins. C'est moi qui vais sauter. Donc je laisse ça chez McKinsey qui se démerde. Donc tu commences à créer une fabrique à crétins. Une fabrique à crétins qui gagne 10 000 euros par mois. C'est juste ça la différence. Et qui sont imbus d'eux-mêmes. Imbus d'eux-mêmes, parce qu'il a fait l'ENA, ou il a fait HEC, ou Sciences Po, ou je ne sais quelle grande école. Et donc, ça c'est la fin. Ça après c'est la fin. Parce que, comme mon père disait, je cite beaucoup mon père parce que pour moi c'est mon philosophe favori. George Bush Jr. disait que Jésus était son philosophe favori. Moi, mon philosophe favori, pour le moment, c'est mon père. À côté vient un peu Lyoté, un peu des grands monsieur comme ça, ou des grandes dames comme Simone Veil. Mais pour l'instant, mon philosophe favori est mon père. Mon père disait, il disait malheureusement, il n'y a pas le délit d'imbécilité dans le code pénal. Tu ne peux pas coffrer un cancre. Tu peux coffrer un voyou, enfin dans un pays normal, pas en France. En France, les voyous, ils donnent l'accolade au président de la République à poil, ou presque à poil, ou ils sont invités sur un plateau de télévision. Mais bon, dans un pays normal, tu coffres les voyous. Ce que ça s'appelle le code pénal. Il n'y a pas de délit d'imbécilité. Il n'y a pas. Donc le mec, il est cancre, c'est un imbécile, tu peux rien contre lui. À moins de rétablir le... Enfin bon, j'allais faire une bêtise. J'ai trop dit de choses choquantes aujourd'hui. On va se calmer. Voilà. Et en plus, l'imbécile, quand il gagne 10 000 euros, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entoure d'imbéciles. C'est un phénomène naturel. Il recrute des imbéciles. Ça donne le gouvernement français. Enfin, tu vois, ils pensent tous pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas. Tu sais, quand tu as un chihuahua, qu'est-ce qu'il fait le chihuahua, le chien? Il passe sa vie à te regarder. Enfin, un chihuahua, même un berger allemand. Ce qui n'est pas un chien c'est pas un imbécile, c'est un chien noble. Il te regarde tout le temps. Parce qu'il veut calquer son attitude sur la tienne. C'est le gouvernement français. Il regarde tout le temps leur soleil, le roi soleil. Malheureusement, le roi soleil ne pense pas. C'est une bulle d'hélium. Vous savez à qui je me réfère. Donc tu as l'imbécile qui s'entoure d'imbéciles, qui commence à donner des promotions aux imbéciles. Donc le type qui est bon, qui a fait vraiment l'ENA, qui mérite l'ENA, tu vois, c'est pas le type qui est vraiment bien câblé, hein, je dis n'importe quoi, Védrine, de gauche, mais très bien câblé, j'admire beaucoup, de Villepin, et il y en a d'autres que je ne connais pas, que j'ai oublié. Je ne veux pas personnaliser le débat. Ces mecs-là, tu les dégoûtes parce qu'ils ne prennent plus les promotions, ils ne prennent plus les avancements. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils lâchent l'affaire. Ils rejoignent Atek Kearney ou McKinsey parce qu'ils te disent, là, je gagne 10 000 euros et je suis humilié, je ne prends pas de décision, je suis entouré d'imbéciles. Vaut mieux gagner 30 000 euros par mois et je suis chez McKinsey. Au moins, je pourrais prendre ma retraite à 50 ans. Et m'éclater un peu, voyager un peu, voilà, avoir un peu de diversité dans les missions, tout ça. Voilà le grand drame. Et donc, moi, je vois entre McKinsey et Marlène Schiappa une continuité. Quelle est la fonction de Marlène Schiappa? C'est de dégoûter les gens compétents. C'est la même fonction que M. Attal, M. Le Maire ou M. Véran. Enfin, M. Le Maire, que j'aimais beaucoup parce que c'était littéraire comme moi. Il te dit, j'ai sauvé l'économie française. Attends mon gars, mais on a 115% de dette publique. Tu as créé 600 milliards de dette publique en 2 ans. Mais attends, mais même je vais dire une énormité, même l'occupation allemande entre 40 et 44, je pense, n'a pas coûté aussi cher au coffre public, parce qu'au trésor public. Je vous rappelle que la France a payé, elle a financé l'occupation. Tous les jours, tu avais des millions d'euros, de francs or qui sortaient pour financer les forces d'occupation. J'ai l'impression, je ne suis pas économiste, corrigez-moi si je dis, je pense que ça coûtait moins cher que les 600 milliards de M. Le Maire. Donc il n'y a pas de quoi la ramener. Et ces gens-là
Bah, quand tu vois des Le Maire comme ministre directeur enfin, patron de Bercy, c'est pas rien. Toi qui es un vrai économiste français, patriote, et très bien, enfin même pas patriote, juste bien câblé, bah, tu te tires une balle dans la tête. Quand tu vois que Marlène Schiappa parle de droits de l'homme et d'égalité, mais bah, toi tu te dis, moi je vais vendre des kebabs à Saint-Michel. C'est comme ça qu'on détruit les élites d'un pays. C'est en les dégoûtant, en les démoralisant, en donnant les bonnes places aux gens qui ne mériteraient pas de prendre ces bonnes places. C'est vieux comme le monde, hein, c'est Machiavel. C'est une technique de roi oriental, de sultans orientaux. Tu vois ce que je veux dire? Qui se méfient des élites, des bonnes élites. Voilà. C'est pour ça que l'Afrique ne marche pas, hein, et le Maghreb ne fonctionne pas. Parce que nous, au lieu de nommer un directeur d'hôpital sur la base de son CV, de sa compétence, on nomme le petit ami de la petite copine, le gendre, le gendre, le petit, je sais pas comment on dit ça, le beau, voilà, la belle-mère. Voilà. Tu vois là, bon, certains gouvernements, je ne citerai pas les pays en question, sont composés sur l'indication de la maîtresse ou de la belle-mère je sais pas quoi, du Premier ministre, hein. Elle lui dit, tu prends celui-là, tu prends celui-là, tu prends celui-là. Voilà. C'est ça, là, le sous-développement, ça vient de ça, hein. Et de quelque chose de similaire, hein. Enfin, ça vient de ça, c'est le réflexe tribal, c'est le réflexe clanique, c'est le clientélisme. Cette médiocrité qui donne le reste, la corruption, qui donne l'ignorance, c'est ça, c'est juste ça. Ça donne l'impunité. Enfin, quand même, enfin, franchement, tu regardes l'affaire Ivan Colonna. Normalement, dans un pays normal, Dupond-Moretti, il aurait sauté. D'abord, il aurait demandé des excuses et il serait parti. Et il aurait quitté la profession artistique, pardon, juridique, laïus révélateur. Enfin, quand même, le type était surnommé Acquittator. Déjà, le nommer à la justice, c'est déjà une insulte à la profession. Enfin, moi, j'étais magistrat, enfin, juriste au sens de praticien du droit. Moi, je me tire une balle déjà, parce que c'est une insulte. Acquittator. Et là, après, Yvan Colonna, que signifie Dupond-Moretti? C'est le triomphe de l'impunité, c'est-à-dire, je laisse Yvan Colonna se faire massacrer la gueule et je ne rends pas compte. Bah oui, mais c'est comme ça que tu tues la profession juridique dans un pays. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller massacrer. Tu sais, Staline, il avait massacré les élites polonaises à Katyn. Mais à la Russe, tu sais, à un ours maladroit, ils ont tué, je ne sais pas combien, 30 000, l'élite, la crème de la crème de la Pologne. La Pologne a du mal à s'en relever, hein. Nous, on a notre Katyn à nous, élégamment. Voilà, je viens de vous le décrire. Pas besoin de faire couler le sang. On fait couler le Rivotril et les antidépresseurs et le cognac. Bon, tu me diras, le cognac français est un des meilleurs du monde. Fermons la parenthèse. D'ailleurs, il n'existe que de cognac qu'en France. J'ai beaucoup traîné autour de Cognac, la ville de Cognac, qui était une ville merveilleuse, je ne sais, il y a 15 ans. Je ne sais pas si elle a été rattrapée par la diversité depuis. J'espère que le quartier de la gare, je ne sais pas s'il y a une gare à Cognac, mais j'espère que les rues de Cognac sont encore des rues où on se sent en France, où il n'y a pas de héména, ni de kebab, ni de risque de se faire lyncher, j'espère. Et donc, si tel est le cas, je vous invite à vous y rendre à Cognac pour voir votre pays, ce qu'est votre pays. C'est l'alliance entre l'État et ce qu'on appelait les forces vives. Les forces vives, c'est les gens qui ont fait le cognac. Les gens qui ont fait le cognac. Cognac exporte en Chine. Il y a d'ailleurs un petit palais de la marque Rémy Cointreau, si ma mémoire est bonne, où tu as à demeure des Arabes, enfin, des Émiratis, enfin, des acheteurs de cognac qui viennent du Golfe Persique, de Chine, de Russie, des oligarques, les fameux oligarques qu'on pourchasse. À Cognac, on leur prend leur argent. Qui a raison? Les abrutis qui mettent les sanctions à la Russie ou les génies de terroir français de Cognac qui prend le pognon des Russes et qui leur vend le cognac et je sais combien le baril. Mais moi, je préfère le cognac. À Périgueux, c'est loin, c'est plus loin. Périgueux, il y a un restaurant au-dessus de la ville où tu vois toute la ville. Je crois qu'il est classé, enfin bon, peu importe. C'est là qu'il faut emmener les Russes que nous détestons, les oligarques. C'est là qu'il faut qu'ils dépensent leur pognon.
Il faut qu'on les rase gratis, si nous les déclarons comme étant nos ennemis. Voilà. Mais quand tu écoutes McKinsey te dirait sanctions économiques, SWIFT. Parce que McKinsey voit la vie en 2D. 2D, c'est-à-dire 2 dimensions. Un slide PowerPoint. Or, la vie n'est pas un slide PowerPoint. Il y a une sensibilité dans la vie. Tu ne peux pas demander à McKinsey de te conseiller sur la sensibilité. Or, un pays, c'est une sensibilité. Tu sais ce que je veux dire? McKinsey, c'est le Viagra à l'amour. Le Viagra résout un petit problème de l'amour, qui est l'accouplement. Et encore, ceux qui le pratiquent m'en parleront. Nous avons tous un rendez-vous immanquable avec le Viagra, me dit-on. Comme nous avons tous un rendez-vous immanquable avec la violence. Les Français, vous avez votre rendez-vous avec la violence aujourd'hui. Ça s'appelle la racaille, le Bataclan. Voilà. Bon, mais le Viagra ne résout pas. Le Viagra, c'est pas l'amour. L'amour, c'est une immensité. Eh bien, voilà. La politique d'un pays, elle est faite par de la sensibilité. C'est pour ça qu'elle se transmet de génération en génération. C'est pour ça que vous avez des générations au pouvoir. Vous aviez la monarchie. Qu'est-ce que c'est que la monarchie? C'est la transmission d'une sensibilité, d'une fidélité. Et quand on a enlevé la monarchie, c'est-à-dire la transmission du pouvoir de père en fils ou de père en fille, je vous rappelle que nous avions eu des reines en France. Nous avons eu des Catherine de Médicis, nous avons eu des reines Victoria en Angleterre, avant le féminisme. D'ailleurs, depuis que nous avons le féminisme, nous n'avons plus de chef d'État femme, à part Madame Merkel et encore. Bon. La France n'est pas foutue d'élire une femme, alors qu'elle a eu des reines. Alors qu'au moment où l'Église catholique était la plus macho au monde, je vous laisse gérer je sais que vous gérez très bien ce genre de paradoxe, parce que ça s'appelle une nuance, une complexité. Je sais que les féministes et notre élite actuelle ne sait pas gérer ce paradoxe. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle te censure. Elle te dit que c'est une fake news. Bon, ne perdons pas trop le fil. Donc la sensibilité. Donc quand on a enlevé la monarchie française, qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce qu'on a conservé? Le peuple français. De génération en génération, la sensibilité se transmet. Qu'est-ce que c'est que la sensibilité? Ce sont des sympathies et des antipathies. Les Français, même les plus libéraux, même ceux qui bossent à la City à Londres, aiment l'État. Même s'ils lui crachent dessus, ils aiment l'État. Parce qu'ils aiment se retrouver le dimanche à Beaune, autour des hospices de Beaune, pas très loin de la mairie. Ils voient la mairie, le drapeau tricolore, ils prennent leur café ou leur pastis ou leur cognac. Et ils se sentent à la maison. Ça, il n'y a que les Français pour te dire ça. Comme nous, les Marocains. Nous aimons nos villes comme elles sont, chaotiques, avec des petites ruelles, avec Jeanne Elfna, la place la place où il y a le troubadour, disons. La place où le monde rural vient à la ville. C'est comme la marée qui touche la ville. Jeanne Elfna, c'est une plage, allégoriquement. C'était une plage où la montagne de Marrakech, les gens frustres, les guerriers, descendaient à la ville, léchaient la ville, racontaient leurs histoires, ramenaient leurs bois, leurs cobras, leurs fruits, leurs légumes, et ils partaient. Et la ville, la civilisation était confinée derrière ses murailles. À Fès, c'est pareil. Fès, c'était pire. Hein, les points de contact entre la ville de Fès et les campagnes aux alentours étaient plus limités. Parce que Fès est une ville qui ne s'encanaille pas, contrairement à Marrakech. Ça, un Français, il peut le comprendre, mais c'est 1 pour 1 million. Parce que ce n'est pas votre sensibilité. Moi, au Maroc, je suis différent. Quand je suis au Maroc, malgré moi, une force irrésistible en moi-même m'amène à embrasser les gens, carrément, pas les femmes, les hommes. Parce que au Maroc, tu redeviens musulman. Au Maroc, la femme est différente de l'homme. En France, c'est différent. Tu vois, c'est plus fort que toi. Au Maroc, je parle avec tout le monde. Au Maroc, je donne des bakchis à tout le monde. Même si au Maroc, les gens ne me demandent rien. Enfin, parfois, ils te demandent. Et aux endroits où ils ne devraient pas te demander. Mais je ne vais pas me... Bon, assez d'ennemis comme ça. Mais au Maroc, moi, je donne 5 dirhams, 10 dirhams. Je paie des cafés comme ça. Tu fais le contact visuel avec tout le monde. Parce que tu sais que tu auras besoin de ces gens-là. Tu sais que ta paix, ta prospérité dépend de la collaboration de tout le monde. Parce que tu sais que l'État ne fonctionne pas très bien. Tu sais que la société n'est pas très sérieuse. Tu sais que ton succès dépend de l'assentiment ou du moins de l'indifférence des autres. Voilà. En France, non. En France, vous avez un État. Donc, vous pouvez être dur, vous pouvez être froid, vous pouvez être indifférent.
Et ça, c'est une sensibilité. Au Maroc, la vie, elle a besoin de cette espèce de. Au Brésil, c'est pareil. Si je suis ici, c'est parce que c'est un Maroc au tropique, avec avec des nanas au sang mêlé, des jeunes femmes au sang mêlé et de la caipirinha. J'avoue, mais nous avons tous nos tentations. Mais c'est le Brésil. Le Brésil, c'est le Maroc tropical. Ici, tu as besoin de cette convivialité parce que c'est ta survie. Et elle émerge en toi comme la sueur. C'est spontané. C'est spontané. Parce que ça se transmet de père en fils. Au Maroc, nous apprenons la culture du méchoui. Au Maroc, on t'invite chez toi, chez soi, enfin, tu ne peux plus, enfin, je ne sais pas quoi, c'est en train de changer, mais au Maroc, on ne sait pas t'inviter pour prendre un café. On t'invite pour te remplir plein la vue. Plein la vue. On te met 30 000 plats. Parce que c'est spontané. Parce qu'on veut t'impressionner, c'est la culture du don. Donc le don appelle tu es toujours redevable. D'ailleurs, on dit obrigado. Je suis ton obligé au Brésil. Tu vois, la France, c'est pas ça. Vous avez une autre sensibilité. Et ça, un consultant ne peut pas le comprendre. Comme McKinsey ou je ne sais qui se plante sur le plan Azur marocain, ils ne savent pas comment fonctionne un Marocain, pourquoi notre tourisme ne fonctionne pas. Eh bien, pareil, McKinsey ne peut pas comprendre comment peut fonctionner une école en France, comment fonctionne l'État français, comment fonctionne le peuple français. C'est pour ça que nous avons besoin d'hommes politiques et d'hommes d'administratifs, hein, des politiques ou administratifs, des fonctionnaires d'exception, fabriqués sur mesure. Fabriqués, parce que le français n'est pas un Américain, le français n'est pas un Marocain, comme le Marocain n'est pas un Français. On ne réagit pas pareil. Bon, je pense qu'en 39 minutes, j'ai déployé humblement et très sincèrement mes états d'âme. Alors bon, là, je n'ai aucune chance maintenant d'envoyer mon CV à McKinsey par LinkedIn, mais bon, moi je vous aime les gars, hein. Je sais, enfin je vous comprends, moi en tout cas je vous comprends. Comme je vous comprends, je vous dis ce que je pense de vous, et je sais votre zone de, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, d'accord? Voilà, c'était donc une bouteille à l'océan. Voilà, j'espère que la bouteille ne sera pas renvoyée par un jet de bouteille, un jet de vitre sur moi-même. Mais bon, on se défendra le moment venu. Ciao, à demain.